J'ai trouvé un coffre-fort caché dans la cave de mon beau-père, après les funérailles. Ce qu'il contenait a détruit 3 mariages. Les familles sont construites sur des fondations invisibles. Des accords tacites, des non-dits, des vérités partielles qui permettent à tout le monde de coexister sans trop de heurts. On apprend très jeune à ne pas poser certaines questions, à ne pas fouiller dans certains placards, à accepter les versions officielles des histoires familiales. Mais parfois, le hasard ou le destin met sur notre chemin quelque chose que nous n'étions pas censés trouver. Et alors, toutes ces fondations invisibles s'effondrent, emportant avec elles des mariages, des relations, des vies entières construites sur des mensonges. Je m'appelle Sophie, j'ai 38 ans, et il y a 4 mois, j'ai trouvé un coffre-fort dans la cave de mon beau-père décédé. Ce que j'ai découvert à l'intérieur a détruit 3 mariages, dont le mien. Mon beau-père, Henri Delacroix, est mort d'une crise cardiaque foudroyante 3 jours avant son 75e anniversaire. C'était un homme imposant, respecté, patriarche d'une famille qui comptait 3 fils et leurs épouses, 7 petits-enfants, et une entreprise de construction qu'il avait bâtie de ses propres mains depuis 50 ans. Tout le monde l'admirait. Tout le monde le craignait un peu aussi. Henri avait cette autorité naturelle qui faisait que personne n'osait le contredire, même quand il avait manifestement tort. Mon mari Thomas était son fils cadet. Nous étions mariés depuis 12 ans, avec 2 enfants. Lucas, 10 ans, et Emma, 7 ans. Thomas avait toujours eu une relation compliquée avec son père. Il y avait du respect, certainement, mais aussi quelque chose de plus sombre, une tension permanente, des regards lourds de sens, des disputes qui éclatèrent parfois lors des réunions de famille et se terminaient toujours par Thomas qui cédait, la mâchoire serrée, les poings fermés. Les 2 autres fils d'Henri étaient Marc, l'aîné, et Julien, le cadet. Marc dirigeait l'entreprise familiale avec son père depuis 20 ans. Il était marié à Nathalie, une femme discrète qui semblait toujours au bord de l'épuisement. Julien était le rebelle de la famille, celui qui avait refusé de rejoindre l'entreprise pour devenir photographe. Il était marié à Camille, une artiste peintre avec qui il semblait former le couple le plus heureux du clan Delacroix. Les funérailles d'Henri ont été grandioses. Toute la ville était là, témoignant de l'importance de cet homme qui avait construit la moitié des bâtiments de la région. Ma belle-mère, Geneviève, a joué son rôle de veuve éplorée avec dignité, recevant les condoléances, remerciant les visiteurs, s'occupant de tout le monde sauf d'elle-même. Elle était mariée à Henri depuis 52 ans. Leur couple était présenté comme un modèle de longévité et de solidité. Les apparences, comme j'allais bientôt le découvrir, peuvent être terriblement trompeuses. Après les funérailles, la famille s'est réunie pour commencer le processus de succession. Henri possédait plusieurs propriétés, l'entreprise, des comptes bancaires, des investissements. Le notaire nous a convoqués pour la lecture du testament. C'est là que les premières surprises ont commencé. Henri avait laissé la maison principale à Geneviève, avec l'usufruit jusqu'à sa mort. L'entreprise était partagée entre les 3 fils à parts égales, ce qui a immédiatement créé des tensions, puisque Marc estimait mériter une plus grande part après 20 ans de travail acharné. Mais le plus étrange était un paragraphe concernant la maison de campagne en Normandie, celle où nous passions tous les étés en famille. Henri demandait expressément que cette maison soit vendue et que l'argent soit divisé entre ses 3 fils. Il ne donnait aucune raison pour cette décision, mais il insistait. La maison devait être vendue dans les 6 mois suivant son décès, sans exception. Cette clause a surpris tout le monde. Cette maison était le cœur de notre famille. Nous y avions tous des souvenirs précieux. Pourquoi Henri voulait-il s'en débarrasser si rapidement ? Geneviève semblait particulièrement troublée par cette demande, mais elle n'a fait aucun commentaire. C'est Thomas qui a suggéré que nous allions en Normandie pour faire l'inventaire de la maison avant la vente. Marc et Julien ont accepté. Nous avons décidé d'y passer un week-end en famille, pour trier les affaires d'Henri et préparer la propriété pour les acheteurs potentiels. Ce qui devait être un simple week-end de rangement allait se transformer en un cauchemar. Nous sommes arrivés un vendredi soir de novembre. La maison était froide, humide,
avec cette odeur de renfermé qu'ont les propriétés restées fermées trop longtemps. Les enfants ont été installés dans les chambres du haut, tandis que les adultes se partagèrent les pièces du rez-de-chaussée. L'ambiance était lourde, tendue. La mort d'Henri planait encore sur nous tous. Le samedi matin, nous avons commencé le tri. Marc et Julien s'occupèrent du grenier. Thomas et moi avions pris la cave. C'était une cave ancienne, avec des murs en pierre et un sol en terre battue. Henri y stockait du vin, de vieux outils, des meubles cassés qu'il prévoyait toujours de réparer, mais ne réparait jamais. C'est en déplaçant une vieille armoire que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Le mur derrière l'armoire n'était pas uniforme. Il y avait une section qui semblait plus récente, avec des pierres d'une couleur légèrement différente. Thomas a froncé les sourcils en voyant ce que je regardais. « C'est bizarre », a-t-il dit. « Je ne me souviens pas de ce mur. » Nous avons examiné de plus près. Et c'est là que nous avons découvert qu'il ne s'agissait pas d'un mur, mais d'une porte. Une porte habilement déguisée en mur, avec un mécanisme d'ouverture dissimulé derrière une pierre amovible. Mon cœur battait la chamade quand Thomas a actionné le mécanisme. La porte s'est ouverte sur un espace étroit, pas plus de 2 mètres sur 3. Et au centre de cet espace, posé sur une dalle de béton, il y avait un coffre-fort. Pas un petit coffre domestique. Un vrai coffre-fort industriel, lourd, imposant, avec une serrure à combinaison. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je murmuré. Thomas était pâle. « Je n'en ai aucune idée. Mon père ne m'a jamais parlé de ça. » Nous avons appelé Marc et Julien. Leur réaction a été aussi stupéfaite que la nôtre. Personne ne connaissait l'existence de cette pièce secrète, de ce coffre-fort. Henri avait gardé ce secret même de ses propres fils. La question de la combinaison s'est posée immédiatement. Nous avons essayé les dates évidentes. Anniversaire d'Henri, anniversaire de mariage, date de naissance des fils. Rien ne fonctionnait. C'est Nathalie, la femme de Marc, qui a suggéré d'appeler Geneviève. Peut-être que la veuve savait quelque chose. Geneviève a répondu au téléphone avec une voix étrangement calme quand nous lui avons décrit notre découverte. Trop calme. Elle nous a donné une combinaison sans hésitation. 15-09-1973. La date fonctionnait. « Qu'est-ce que c'est que cette date, maman ?» a demandé Marc. Un long silence. Puis, vous le découvrirez bien assez tôt. Le coffre-fort s'est ouvert avec un clic métallique. À l'intérieur, il y avait plusieurs éléments. Des enveloppes Kraft numérotées de 1 à 5, des clés USB, des photographies, et un carnet noir, usé par le temps, dont les pages étaient couvertes d'une écriture serrée que je reconnaissais comme celle d'Henri. Nous nous sommes regardés, incertains de ce que nous devions faire. Marc a pris les choses en main, décidant que nous devions examiner le contenu ensemble, en famille. Nous sommes remontés dans le salon, avons étalé les documents sur la grande table et avons commencé à lire. Les premières enveloppes contenaient des actes notariés, des propriétés, des comptes bancaires en Suisse, des investissements dont personne ne connaissait l'existence. Henri avait une fortune cachée, bien supérieure à ce que le testament officiel mentionnait. Mais ce n'était que le début. La 4e enveloppe contenait des certificats de naissance. 3 certificats. 3 enfants nés de 3 femmes différentes entre 1975 et 1990. 3 demi-frères ou demi-sœurs dont personne dans cette pièce ne soupçonnait l'existence. Henri avait eu une double vie pendant des décennies, avec des maîtresses, des enfants illégitimes, des responsabilités financières qu'il assumait en secret. Le silence dans la pièce était assourdissant. Marc avait les mains qui tremblaient. Julien était devenu blanc comme un linge. Thomas fixait les documents comme s'ils allaient disparaître s'il les regardait assez longtemps. Mais le pire était encore à venir. La 5e enveloppe était différente des autres. Plus épaisse, plus lourde. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines de lettres, et des photographies. Des photographies intimes, explicites, qui montraient Henri avec différentes femmes au fil des années. Mais ce qui a fait s'effondrer notre monde, c'est que parmi ces femmes, il y en avait 3 que nous connaissions. Nathalie, la femme de Marc. Camille, la femme de Julien. Et moi. Non, pas moi. Pas vraiment. Les photographies me montraient,
Oui, mais dans des contextes que je ne reconnaissais pas, des poses que je n'avais jamais prises, des situations qui n'avaient jamais eu lieu. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre. Ces images avaient été manipulées, truquées, créées à partir de photos ordinaires pour créer quelque chose de faux. Mais pour Nathalie et Camille, les photographies étaient réelles, horriblement réelles. Marc a été le premier à réagir. Il a regardé sa femme, puis les photos, puis sa femme à nouveau. « C'est quoi ça, Nathalie ?» Nathalie a fondu en larmes. Elle n'a pas nié. Elle n'a pas essayé d'expliquer. Elle s'est simplement effondrée sur elle-même, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Julien regardait Camille avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Un mélange d'incrédulité, de douleur et de rage contenue. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, » a-t-il murmuré. « Dis-moi que ces photos sont des faux. » Camille n'a rien dit. Son silence était sa confession. Les heures qui ont suivi ont été un chaos de cris, de pleurs, d'accusations. Les mariages de Marc et Julien se sont effondrés en temps réel, sous nos yeux. 20 ans de mariage pour Marc. 15 pour Julien. Tout ça détruit par des photographies dans un coffre-fort secret. Mais ce n'était pas fini. Le carnet noir d'Henri contenait la vérité complète, écrite de sa main, comme une confession qu'il n'avait jamais eu le courage de faire de son vivant. Henri y révélait tout. Ses liaisons avec Nathalie et Camille, qui avaient recommencé des années avant leur mariage respectif. Il les avait séduites alors qu'elles étaient jeunes, vulnérables, impressionnées par son pouvoir et son charisme. Quand elles avaient voulu mettre fin à ces relations pour épouser ses fils, il les avait fait chanter avec les photographies. Elles étaient restées ses maîtresses pendant des années, forcées de continuer sous la menace d'exposition. Et les photos truquées de moi. Henri les avait créées comme assurance, au cas où il aurait besoin de faire pression sur Thomas un jour. Il n'avait jamais eu à les utiliser, mais il les avait gardées, prêtes à détruire mon mariage si nécessaire. Le carnet révélait aussi pourquoi Henri voulait que la maison soit vendue. Il savait qu'après sa mort, quelqu'un finirait par trouver le coffre-fort. Il voulait s'assurer que son secret soit découvert, que ses fils apprennent la vérité sur leurs épouses, que le château de cartes qu'il avait construit s'effondre entièrement. C'était son dernier acte de contrôle, même depuis la tombe. Si je ne peux plus régner sur cette famille, semblait-il dire, alors je la détruirai. Ma belle-mère Geneviève savait tout. La combinaison du coffre-fort, qu'elle nous avait donné sans hésitation, prouvait qu'elle était au courant depuis le début. Quand nous l'avons confrontée le lendemain, elle a admis avoir vécu 52 ans avec un homme qu'elle savait être un prédateur, un manipulateur, un monstre. Elle avait gardé le silence pour préserver les apparences, pour maintenir la façade d'une famille respectable. « Comment avez-vous pu » lui ai-je demandé, furieuse. « Comment avez-vous pu laisser vos belles filles subir ça sans rien dire ?» Geneviève m'a regardée avec des yeux vides. Parce que je pensais protéger mes fils. Parce que je pensais que le silence était préférable à la vérité. Et parce qu'une partie de moi... Elle s'est arrêtée, incapable de finir sa phrase. « Une partie de vous, quoi ?» a insisté Marc. Une partie de moi était soulagée qu'il se concentre sur elle, plutôt que sur moi. Les mois qui ont suivi ont été un démembrement systématique de la famille Delacroix. Le mariage de Marc avec Nathalie s'est terminé par un divorce brutal. Nathalie a quitté la région, incapable de supporter la honte et les regards. Marc a plongé dans l'alcool, abandonnant l'entreprise familiale qui a fini par être vendue à des investisseurs extérieurs. Julien a réagi différemment. Au lieu de divorcer immédiatement, il a insisté pour que Camille lui raconte tout, chaque détail, chaque rencontre, chaque année de cette double vie. Le processus a été destructeur pour tous les deux. Leur divorce a été finalisé 6 mois plus tard, mais Julien n'a jamais vraiment récupéré. La dernière fois que je l'ai vu, il vivait seul dans un petit appartement, ses appareils photos rangés dans des cartons qu'il n'avait jamais ouverts. Et mon mariage à moi ? Il a survécu, mais il a été irrémédiablement transformé. Thomas ne pouvait pas me regarder sans penser aux photos truquées de son père, sans se demander ce qui aurait pu arriver si Henri avait décidé de les utiliser. La confiance qui existait entre nous
a été remplacé par une méfiance diffuse, un doute constant. Nous restons ensemble, pour les enfants, pour la routine. Mais quelque chose s'est brisé qui ne peut pas être réparé. Geneviève est morte 8 mois après Henri. Les médecins ont parlé d'une insuffisance cardiaque, mais je crois qu'elle est morte de honte. De honte d'avoir été la complice silencieuse d'un monstre pendant 52 ans. De honte d'avoir finalement révélé la combinaison du coffre-fort, déclenchant la destruction qu'elle avait passé sa vie à éviter. La maison de Normandie a été vendue, comme Henri l'avait demandé. L'argent a été divisé entre les 3 fils, puis entre leurs avocats de divorce. Personne n'a gagné. Tout le monde a perdu. Je repense souvent à ce week-end de novembre, quand j'ai déplacé cette armoire dans la cave et découvert le mur qui n'en était pas un. Je me demande ce qui se serait passé si je n'avais rien trouvé, si le coffre-fort était resté caché pour toujours. 3 mariages auraient survécu. 3 familles seraient restées intactes. Ignorantes, oui. Construites sur des mensonges, oui. Mais intactes. Mais la vérité est une force qui ne peut pas être contenue indéfiniment. Henri le savait. C'est pour ça qu'il avait laissé ce testament, cette demande de vendre la maison, cette certitude que quelqu'un finirait par chercher dans cette cave. Il voulait que la vérité sorte. Il voulait que sa famille soit détruite après sa mort, parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle continue à exister sans lui. Si cette histoire vous a appris quelque chose, c'est que les secrets de famille sont des bombes à retardement. Ils peuvent rester dormants pendant des années, des décennies même. Mais un jour, quelqu'un déplace une armoire. Quelqu'un trouve un coffre-fort. Et tout explose. Je m'appelle Sophie. Et j'ai trouvé ce que mon beau-père ne voulait pas que nous trouvions de son vivant, mais qu'il voulait absolument que nous trouvions après sa mort.